Bonjour. De la série de décisions prises en une trentaine de jours plutôt des assises du pouvoir, le régime de la rupture pour un nouveau départ ne s'est pas privé de lorgner du côté de l'armée béninoise. Graduellement, on pourrait évoquer le redéploiement des grades au corps. Agents de police et gendarmerie l'appellent à l'effectivité dans les faits de la décision numéro 15/2005 CM-UEMOA portant modalité pratique d'application du plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-État de l'UEMOA et la très récente décision relative à la gestion des données à caractère personnel réinscrites au rang des prérogatives de la police nationale. Des décisions qui, sous le régime défunt, avaient connu diverses fortunes. Sous les formes actuelles, quel pourrait en être le gain, l'opportunité, l'impact à court et à long terme? La sécurité publique s'en sort-elle plus raffermie? 100% Bénin, le numéro du jour, aura à opiner sur ces questions et bien d'autres. Mais avant, le point de l'actualité vu par les Canadiens dans leur parution du jour, la revue des titres. Je me retourne vers Cordovia Méthode, déjà prêt à nous livrer le point de sa moisson après, compte tenu de la parution telle fait par les journaux dans leur parution du jour. Cordovia Méthode, bonjour. Bonjour Joël et Tonji et salut à nos amis téléspectateurs. Le week-end, ça s'affiche aussi à la une des quotidiens dans leur parution du jour. Bon, plus ou moins parce que l'actualité politique est quand même revenue largement à la une des journaux. Les faits marquants du week-end ne sont pas encore ce que nous devons noter. Peut-être que le week-end prolongé, puisque jusqu'au lundi, il n'y aura pas de publication. Les journaux donc ont dû se concentrer sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité en fin de semaine. On vous donne la parole pour la suite. Merci à vous. Avec le quotidien Actu Express, nous ouvrons donc le bal de la revue des unes de Canard ce matin. Vaine tentative de réplique au PDG de Toundé SA sur le dossier des manuels scolaires. Alban Djossou, dans le dilatoire, s'enfonce davantage. Son géniteur Jean Djossou abdique en fuyant le débat, écrit le journal. Polémique autour de l'exploitation du bois au Bénin. Le gouvernement de la rupture doit faire preuve de circonspection. Et puis suspension des virements aux prestataires partenaires de la Ségub. Des centaines de milliers de familles dans le dénuement total. Bonne nouvelle. Commission des lois à l'Assemblée nationale. Agbele Sessi succède à Djogbenou, Patrice Talon, toujours aux commandes. Café matin, promotion de la vision du président Patrice Talon. Un forum sourd à propos demain à Azové sous le contrôle de Gilbert Dakbe Joskes et de la FOPA. Courrier national, cabinet militaire du président de la République, colonel Bertin Bada, nouveau directeur. Le journal La Nouvelle Génération. Bénin, réforme dans la filière bois. Le gouvernement Talon doit faire preuve de circonspection en collaborant avec toutes les structures concernées. Et puis sur Golf TV hier, en réplique au passage sur la même chaîne du PDG Toundé dimanche dernier, Alban Djossou a bégayé et la vérité a refusé de sortir de sa bouche. La Nouvelle Tribune, affaire achat de manuels scolaires au profit du ministère des enseignements maternels et primaires. Les preuves de la falsification d'attestation fiscale à l'Assemblée nationale. Des groupes parlementaires FCBE volent en éclats. La Tribune de la capitale. Braquage d'une fourgonnette de la société 3S Security. Ce qui s'est réellement passé, relate donc le journal. Et puis présidence de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le carton plein de l'honorable Alexis Agbele Sessi. L'affiche du jour, promotion du secteur agricole au Bénin. Encore des dizaines de milliards dans le coton. Et à quel fait s'interroge le journal présidence commission des lois du Parlement. Alexis Agbele Sessi, élu Abdoulaye Gounou, obtient le lot de consolation d'Akpe Sossou, pressenti pour le poste du deuxième secrétaire parlementaire. Le confrère de la matinée, deuxième étape du Tour cycliste international du Bénin. Dassa Boycon 80 km, l'Ivoirien Bassirou Conté garde son maillot jaune Castel Bieur et le maillot Oris Energies du vainqueur d'étape. Les Béninois peinent toujours à s'intégrer, puis des bandades au sein des vers Kori Yaïboni, l'arbre qui cachait en effet la forêt. L'événement précis, interview exclusive
avec l'homme fort des liens secrets entre la France et l'Afrique. Les révélations de Robert Bourgi sur Talons Nissou et la France-Afrique. Politique nationale, Nicéphore Soglo surprend Thévo Edjere. Et puis reconfiguration du Parlement. 3 groupes parlementaires dissous, 13 démissions de députés. L'Inter, à l'instar de CNCB, la Sonacop, la SB2E puis la Sonapra, ça ne va pas à la poste du Bénin Assemblée nationale. 12 députés SCBE démissionnent. Agbele Sessi, élu président de la commission des lois. Joël Yetodi, nouvel étalon pour finir. Lancement de l'opération Un ordinateur, un apprenant. Rafiatou Monrou salue les innovations de l'ABSU CEP. Et puis nomination au palais de la présidence, le colonel Bada, promu directeur de cabinet militaire. Et puis élection à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Agbele Sessi succède à Djogbeno. Merci Kotovi. Et mettons-nous fin de parcours pour le compte de l'aventure pour cette semaine, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que nous croyons et par la grâce de Dieu, nous retrouvons nos amis téléspectateurs pour le compte de la une des journaux à partir de mardi. Merci beaucoup et à très vite sur 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Des nombreuses décisions prises par le chantre du nouveau départ au lendemain de son investiture le 6 avril à ce jour, l'armée béninoise, dit-on, n'a pas été du reste. La récente des décisions qui, aux yeux de bien des disciples de Saint-André, apparaît comme un véritable soulagement est celle qui remonte au Conseil des ministres en date du 11 mai et relative à la rétrocession au service de police de l'air et des frontières de leurs prérogatives régaliennes d'enrôlement des passagers. Pour mener le débat ce matin, en notre compagnie, 2 invités. Briston Wilfried Amoussouguenou, juriste, ancien fonctionnaire de la gendarmerie nationale. Il est l'auteur du livre Crime contre le devoir et président du mouvement Les Hommes d'honneur. Briston Amoussouguenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Toujours très engagé. Toujours très engagé. Nous sommes toujours engagés pour la République. Merci beaucoup. En face de lui, le second invité, lui, un habitué de ce plateau, pas plus tard qu'hier, il nous a tenu compagnie. Je veux nommer donc Lama Balo. Il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Typiquement africain ce matin. Ben, j'aime bien. Merci bien. Fin d'émission pour la société Security Port. C'est où Security Port, voilà, chargé depuis le mois de janvier de l'enregistrement des données à caractère personnel sur les plateformes aériennes béninoises. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du 11 mai dernier avec la complicité de la régie. Nous allons pouvoir suivre le ministre d'État chargé de secrétaire général plutôt à la présidente de la République, Pascal Irené Koupaki. La régie, avec votre permission. Une communication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui porte sur les mesures de renforcement du dispositif de protection des données à caractère personnel à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadiaou à Cotonou. Pourquoi une telle communication? Un contrat avec la société Securiport a été signé par le gouvernement le 26 janvier 2016. À l'analyse de ce contrat, on se rend compte que le dit contrat enlève à la police de l'air et des frontières une grande partie de ses prérogatives régaliennes en matière de gestion des données d'immigration.
Cette disposition du contrat viole l'article 6 de la loi du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Cet article 6 stipule qu'aucun opérateur privé ne peut collecter et traiter des données à caractère personnel sans l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces formalités n'ont pas été accomplies. Face donc à cette situation anormale, le Conseil a pris une décision immédiate. Cette décision consiste à faire réinstaller par la Direction générale de la police nationale ces équipements propres dédiés à l'enrôlement des passagers à l'aéroport. Donc, Lamabalo, vous avez suivi le secrétaire général à la présidence par rapport à cette décision d'importance, dit-on. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup pour la question. Nous avons décidé aujourd'hui de parler des questions de sécurité et je crois que ce sont des questions très sensibles sur lesquelles nous sommes obligés d'opiner. En tant que journaliste, heureusement que M. Briston Amoussouguenou est là pour nous apporter quelques précisions. Alors, ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que je constate personnellement qu'avant la fin du mandat du président Boniaï, donc aux dernières heures de la fin de son mandat, il y a eu des décisions qui ou des décisions qui engagent l'État qui ont été prises. Je constate simplement, comme le ministre Koupaki le disait il y a quelques secondes seulement, que le contrat a été signé en janvier 2016. Alors, janvier 2016, ça veut dire que nous sommes à quelques mois seulement de la fin du mandat du président Boniaï. Peut-être que le président Boniaï pensait faire élire son dauphin. Mais quand on est à un délai aussi court de la fin d'un mandat, il y a des décisions qu'on ne devrait pas normalement prendre. Certains me diront que l'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner à ce moment-là, mais il y a des décisions qui sont très importantes. Alors, ce contrat qui enlève cette prérogative à la police nationale, si le gouvernement actuel constate que ça crée des problèmes pour la sécurité des données personnelles, eh bien, le gouvernement ne peut prendre que la décision qu'il a prise là. Maintenant, est-ce que ça a une conséquence sur le contrat? Je n'ai pas connaissance du contrat, je ne connais pas les clauses du contrat. Si ça ne pose aucun problème pour l'État béninois, qu'à cela ne tienne. Maintenant, si ça pose un problème de droit, c'est sûr que les parties contractantes vont se retrouver sûrement là où elles devraient se retrouver pour que justice soit rendue. C'est la première réaction que j'ai par rapport à ce contrat-là. Je suis un peu dérangé parce que il y a eu des cadres qui ont travaillé à la réalisation de ce contrat. Il y a eu l'article 6 dont parle le ministre Koupaki. On ne peut pas dire que on a méconnu cet article. Je pense que quelque part il y a quand même un petit problème. Briston Amoussouguenou, ce dossier aussi ne vous est pas étranger, vous aimez suivre l'actualité. Donc là, on parlait des cadres. Oui, au nombre des cadres, il paraît qu'il y avait d'anciens officiers qui étaient quand même associés. Comment se fait-il qu'on a pu commettre cette erreur, si erreur il y a? Si erreur il y a. Je vous remercie une fois encore, monsieur le journaliste. Je crois qu'en matière de sécurité, c'est une question vraiment sensible. Très sensible pour la survie de la République. Parce que sans sécurité, il n'y a pas d'affaires. Sans sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de quiétude. Je crois que cette décision, lorsque la décision prise par rapport à la remise à une société privée des formalités en la matière par le gouvernement défunt, je crois qu'en la matière, il faut commencer par parler du cas de... Je vais énumérer le problème en 4 points. Okay. Au niveau des fonctions régaliennes même de la police nationale, est-ce qu'une société privée est à même de mieux sécuriser les aires et les frontières béninoises par rapport aux intérêts des citoyens, par rapport aux intérêts même du pays? Vous me posez la question? C'est une première question. Non, c'est une interrogation. Okay. Puisque la police de l'air et des frontières est spécialisée dans la sécurisation nationale en matière de vol
en matière de sécurité aérienne, en matière de sécurité des frontières. Et je pense que avant d'aller sur ce terrain très sensible, il faut essayer de formaliser correctement les clauses. Il faut essayer de rassembler tous ceux et celles qui sont concernés par ce domaine ultra sensible. Surtout qu'aujourd'hui, on parle de terrorisme. Quand on parle de terrorisme, vous savez, dans les airs, l'accident, le risque de survie est presque nul. Maintenant, au niveau des formalités, lorsqu'on parle de non-respect de certains articles, des clauses qui font même la quintessence même du contrat. Je crois que lorsque les choses sont faites tout ce qui est fait dans la précipitation, on parle de 26 janvier, toutes les décisions, c'est-à-dire à quelques semaines de la fin du mandat, toutes les décisions depuis le 1er janvier jusqu'au terme de la mandature du gouvernement défunt, nous pouvons les classer dans des décisions précipitées. Et lorsqu'on est dans la précipitation, on n'a pas le temps réel de formaliser, de faire dans les normes requises tout ce qui devrait être fait. Donc en matière de sécurité, il n'y a pas de l'à peu près. Lorsqu'il y a vice de forme, lorsqu'il y a vice de procédure, je crois qu'il est toujours souhaité de repenser la question, de recentrer le débat. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait par le gouvernement actuel. En matière de terrorisme, je parlais tantôt du terrorisme. Le terrorisme fait aujourd'hui, c'est une question qui fait grand débat. Et je crois qu'il ne faut pas s'amuser avec la vie des citoyens. Quels sont les... Nous ne sommes pas là, nous ne pouvons pas parler vraiment du fond de ce dossier-là. Parce qu'il doit y avoir un fond que certainement, qui ne nous est pas accessible. Et puis on dit souvent, la grande muette, on parle de sécurité, il y a toujours un certain côté, il y a toujours un côté voilé qui n'est pas visible. Certainement qu'il y a des clauses internes qui font que, au-delà du caractère précipité même de la chose, que le gouvernement n'a pas voulu mettre à la face du monde pour mieux sécuriser les populations, les personnes et les biens. Je crois aussi que la police, normalement, elle est régalienne. Elle a une fonction nationale. Et ça revient normalement. Moi, partout où je suis passé dans les pays étrangers, je crois qu'en France, où nous copions surtout la gendarmerie française, l'armée française et les institutions françaises en matière de sécurité, je crois que cette fonction est confiée à la police française. Et la police française, lorsqu'elle a un département spécial et spécifique formé en la matière qui s'occupe de ce côté-là, qui s'occupe du côté de tout ce qui est police de frontières, police de l'air. Il y a un corps spécialisé qui est formé et qui est sous le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et qui s'en charge. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'on pourrait recentrer, qu'on pourrait revoir les choses. À travers ce dossier, c'est vraiment des raisons qu'on ne pourrait pas exposer qui pourraient ou auraient eu à militer en faveur de la signature d'un contrat comme celui-là. Parce que quand même des cadres, ça n'a pas manqué. Je crois qu'il y a des gens qui ont apposé leur signature au bas de ce document. Peut-être qu'on va les écouter pour savoir quelles étaient leurs motivations. Mais en même temps, il faut reconnaître que les questions de sécurité, comme nous l'avions dit tantôt, sont des questions hautement sensibles et surtout les données personnelles. S'il y a une disposition qui dit qu'avant de confier quoi que ce soit à qui que ce soit, il faut recueillir l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'il y a une disposition qui existe et qui le dit, mais pourquoi ne pas respecter la disposition? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises dans cette foulée. Vous savez très bien, et ça je ne vous apprends rien du tout, que par rapport même aux données concernant les passeports béninois, mais le ministre des Affaires étrangères de l'époque, quelques heures seulement avant son départ à l'Assemblée nationale, a signé un contrat avec une société française pour gérer le passeport des Béninois ou les passeports des Béninois. Et quand vous voulez faire un passeport, surtout à l'ère actuelle, il y a des informations que vous donnez. Et donc, quand ce n'est pas géré par les nationaux,
il y a un problème qui se pose. À l'époque, on avait vraiment assisté à ce qu'on appelle le lever de bouclier. La presse en a parlé, beaucoup de personnalités en ont parlé, mais finalement, c'est la société française qui a bénéficié, n'est-ce pas, de ce contrat pour faire les passeports béninois, les passeports ordinaires, je veux dire. Vous savez, il y a des situations qui sont très difficiles à expliquer. Une autre situation dénoncée par la lettre du continent que j'ai lue il y a quelques heures seulement, qui disait que le président de la République, le président Boni Yayi, avant son départ, a nommé le patron des renseignements en qualité d'attaché militaire à l'ambassade du Bénin en France. Et ça, il l'a fait quelques heures avant son départ du pouvoir. Aujourd'hui, le capitaine, enfin, le cadre de l'armée concerné n'a pas pu prendre service, il n'a pas eu son visa selon ce que la lettre du continent nous a dit, parce que justement les autorités actuelles n'ont pas confirmé cette nomination et les autorités françaises n'ont pas vraiment envie d'avoir quelques démêlés avec les autorités béninoises. Ce sont des situations qui ne sont pas normales de mon point de vue. Et je ne sais pas s'il devient important pour l'Assemblée nationale de légiférer sur les fins de mandat des présidents de la République. On peut par exemple dire que lorsque vous êtes peut-être à 6 mois ou à 5 mois de la fin de votre mandat, vous ne prenez pas certaines décisions qui engagent durablement l'État. On peut peut-être en arriver là pour éviter ce genre de situation. Je me demande combien de contrats on a pu signer entre janvier 2016 et avril 2016. Le gouvernement actuel a beaucoup de boulot à faire. S'il faut, je ne sais pas, pour des mesures conservatoires, mettre la clé sous, enfin, je veux dire, la pierre sur quelques dossiers, il faut le faire. Maintenant, est-ce que si on le fait, ça n'a pas de conséquences de droit sur la gestion de l'État ou sur les finances publiques? C'est la précaution à prendre. Mais entre deux mots, il faut choisir le moins on peut serait faire des omelettes sans casser les œufs, n'est-ce pas, Briston? Est-ce qu'on peut faire des omelettes sans casser des œufs? Je crois que, comme M. Donclam, le directeur du Soleil FM, vient de le dire tantôt, on ne s'amuse pas avec des questions de sécurité. Et c'est un domaine ultra sensible. Et quand il y a couac, c'est que la vie de la nation est en danger. Et lorsqu'il y a mal donne à ce niveau, la vie de la nation, la vie des peuples est en danger. Vous savez, un seul individu infiltrant un réseau, infiltrant une cellule, une seule séance, une réunion, je crois qu'un seul individu mal intentionné, je dis bien, qui puisse être, disons, quelqu'un qui a eu cette, disons, qui a eu cette facilité d'infiltrer un réseau, quoique organisé, lorsqu'il est animé des intentions malsaines, je crois que c'est un danger, il devient un danger public. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est pour ça, en matière de sécurité, je le disais tantôt, il n'y a pas le risque zéro, c'est vrai, n'existe pas, mais il faut prendre toutes les mesures conséquentes et toutes les mesures subséquentes pour éviter ces genres de démêlés avec les gouvernements sortants et les gouvernements entrants. Et parlant justement de disposition, le régime de la rupture a pris la mesure forte de ramener les policiers à leur stricte mission, le métier de l'ordre public. Les résultats sur le terrain, une semaine pratiquement après, comment vous les observez? Je crois qu'il y a matière à débattre à ce niveau. Je prends le cas tout simplement de la dernière décision qui est relative au renvoi des policiers et des gendarmes dans les casernes ou bien dans les unités de brigade, de gendarmerie et de police. Pour jouer pleinement leur rôle. Jouer leur rôle en matière de sécurité, en matière de police judiciaire. Vous savez, chaque décision a ses impacts, ça a ses inconvénients et ça a aussi ses avantages. Vous faites un tour dans la ville capitale aujourd'hui, Porto-Novo par exemple. Il ne se passe pas un soir où il n'y a pas de braquage, surtout au niveau des motos, des engins en 2 roues. Vous savez, avant qu'une décision ne se prenne, il faut toujours prendre les décisions, il faut mûrir les décisions, il faut prendre des décisions par rapport à la situation actuelle. Il faut prendre les décisions en amont et en aval. Je crois que c'est une décision qui est bien
par rapport à une couche donnée, mais qui est malvenue par rapport à la sécurité générale. Parce que c'est un peu dissuasif lorsque nous avons les barrages au niveau de chaque carrefour, au niveau des axes routiers. Je crois que les policiers ils joueront plus le rôle de garde-corps et autres, mais ils sont au niveau des carrefours. Dans les feux tricolores, on les observe, non? Ce n'est pas suffisant. Donc là, Babalo, vous avez l'impression aussi que c'est une décision à revoir? Non, pas du tout. Pas du tout. Et il faut être juste, n'est-ce pas? Je me rappelle qu'entre les deux tours, lorsqu'on a fait un débat entre les candidats Patrice Talon et Lionel Zinsou, la question de la sécurité a été posée à chacun d'eux. Et le président Patrice Talon avait dit clairement qu'il faut revoir la gestion du personnel de sécurité. Il y a pléthore à certains endroits, alors qu'à d'autres, on n'a pas suffisamment d'agents de sécurité pour faire le travail. Et chaque agent de sécurité est commis à une tâche précise. Vous savez, c'est une directive de l'UEMOA, de l'Union économique monétaire ouest-africaine, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens. On n'a pas enlevé complètement tous les barrages, mais on les a réduits, n'est-ce pas, à une portion congrue. On les a réduits à un nombre donné. Alors, je ne sais pas si on peut associer la question de la réduction des barrages ou des barrières à la question de la sécurité. Je n'ai pas l'impression que cela soit possible, parce que la question de sécurité est une question globale. Une question globale, et on doit avoir des stratégies de sécurité qui n'ont rien à voir du tout avec les différentes barrières. J'ai écouté M. Bristol Amoussouguenou qui parlait de dissuasion. C'est vrai. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce qui se faisait sur les axes routiers? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les agents de sécurité ou les forces de l'ordre qui étaient à ces barrières-là faisaient de la dissuasion? Vous savez très bien qu'ils faisaient pas seulement ça, mais il y avait beaucoup de renseignements. Il y avait même beaucoup de choses. Et les braqueurs qui venaient dans le pays ne sont pas forcément dissuadés, enfin, ils ne sont pas dissuadés par la présence réelle des policiers, parce qu'ils se disaient, bon, ce sont des policiers qui sont exposés, et qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de moyens, et on en est arrivé même à abattre des policiers dans ce pays et dans ces circonstances. Donc, si on veut associer la question de sécurité à la question de barrières sur les axes routiers, moi, je vais faire la différence par rapport à ça. Les questions de sécurité sont pensées à un niveau élevé. Il faut renforcer les frontières quand on parle de sécurité. C'est d'abord la première chose à faire. Nos frontières sont poreuses. Et ça, là, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc, il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières. Maintenant, le système d'information. Parce que les policiers, les gendarmes, les militaires ne pourront rien s'ils n'ont pas les informations. Celui qui a l'information a le pouvoir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a renforcé les systèmes d'information de façon à ce que les populations puissent informer réellement les forces de l'ordre de la situation de certaines personnes? J'ai l'impression que ce n'est pas suffisamment fait. Et tant que ce n'est pas suffisamment fait, les forces de l'ordre ne peuvent pas agir de façon efficiente. Et donc, c'est ça qu'il faut revoir, une politique sécuritaire qui sécurise des populations. Maintenant, si on veut dire que c'est parce qu'on a enlevé les barrières de sécurité sur les axes routiers que le braquage a connu une certaine gradation, je pense que les forces de l'ordre ont baissé les mains ou baissé les bras, parce qu'il y a une décision comme ça, on ne les va plus vraiment agir comme cela devrait être. C'est un peu le commentaire que je fais. Bristol Amoussouguenou, il paraît que ce sont des policiers qui plutôt ne jouent pas leur rôle, parce qu'on leur a demandé de revoir leur position et ça n'aurait pas plu. Le problème a un aspect dialectique, c'est-à-dire, vous savez, il y a d'abord le problème de sécurité, le problème le plus sérieux en matière même de développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Les policiers, on ne va pas dire qu'ils ont baissé les bras. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses qui feront de la sorte qu'on pense que leur présence était indispensable et trop nécessaire. Mais c'est vrai, en matière de sécurité, il faut un forum en matière de sécurité. Il faut associer des têtes pensantes en matière de sécurité. La question de sécurisation, c'est une question qui n'est pas souvent mise sur la place publique, mais il faut des spécialistes de sécurité pour parler sécurité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends l'exemple d'une zone à sécuriser. Normalement, chaque ruelle de notre pays devait être numérotée. C'est un exemple. Devait être numérotée. Zone A, zone par zone, délimitée. Ruelle telle, ruelle telle. Je prends l'exemple simple de la capitale togolaise ici à Lomé, où j'ai fait un bref séjour. Mais ils ont 2 pick-up par quartier, où le pick-up a un numéro vert.
C'est-à-dire les agents, il y a un véhicule de la police, un véhicule de la gendarmerie, et c'est un numéro vert. Donc tout le quartier, les gens ont un numéro vert, ou dans les 10-15 minutes qui suivent, est-ce qu'il y a un incident dans une ruelle, alors à la ruelle telle, il y a telle situation. Ça répond. Ça répond automatiquement. Et la population même contribue à l'achat, c'est-à-dire, disons, à ce que cette police soit permanente et efficace. Maintenant, lorsque aussi l'initiative heureuse est découragée, c'est-à-dire, lorsqu'il y a forfaiture quelque part, lorsque des agents assermentés se voient en face d'une situation où ils ont l'obligation d'intervenir selon les tests, ils ont le devoir d'intervenir, ils interviennent de leur chef, de leur propre initiative. Et lorsque l'initiative n'encourage pas ou bien ne favorise pas l'intérêt du supérieur à un niveau donné et n'est pas apprécié à sa juste valeur, ça décourage l'initiative heureuse. D'où la perte de l'initiative heureuse au niveau des soldats, au niveau des agents, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. J'ai toujours dénoncé cet état de choses. Donc ça fait partie aussi il faut haranguer la foule. Il faut essayer de faire comprendre aux jeunes que votre rôle, vous êtes formé pour sécuriser les personnes et les biens. Il faut la vraie motivation, il faut la motivation. Il faut encourager l'initiative heureuse. Lorsqu'un agent prend une initiative heureuse et est découragé par rapport aux cas légion que nous savons, je crois que ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut jamais prospérer. Donc là, Briston évoque deux sujets. Oui. Ce que moi je considère il y a comme des suggestions. Au niveau des zones aujourd'hui, c'est vrai, on a comme l'impression que les populations sont laissées à elles-mêmes. L'impression, je dis. Donc lui propose, un peu à l'image de ce qui est observé à Lomé, qu'il y ait déjà des numéros verts au niveau des quartiers et autres, des agents qui circulent, qu'on peut appeler à tout champ. Ça peut aider à dissuader. De l'autre côté, ces policiers, quoique n'étant pas envoyés en mission pour, lorsqu'ils constatent qu'il y a un fait qui se produise, qu'ils puissent intervenir sans subir les rigueurs de la loi. Lorsque j'écoute le spécialiste, parce que je prends Briston Amoussouguenou comme étant spécialiste, lorsque je l'écoute, il vient me conforter dans ma position selon laquelle le fait d'enlever les barrières, ce n'est pas ça qui crée les braquages ou qui crée l'insécurité. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça? Donc, il faut penser la question de la sécurité. Et ça fait partie des propositions qu'il fait, qui sont pour moi des propositions pertinentes. Lorsque vous avez des forces de l'ordre qui sont formées pour la sécurité des personnes et des biens, la première chose à faire, c'est de leur donner les moyens de leur politique. Aujourd'hui, combien de policiers subissent des formations répétées? Combien de policiers sont recyclés? Vous voyez dans les rues des policiers, excusez du terme, bédonnants par exemple. Je ne sais pas quelle efficacité on peut attendre d'eux dans des situations difficiles. Mais les braqueurs, chaque jour, sont formés. Chaque jour, eh bien, ils prennent de l'ascendance. Et lorsqu'ils viennent sur un terrain d'action, ils savent qu'ils viennent. Mais le policier, lui, ne sait pas toujours que le braqueur vient. Donc, il y a l'effet de surprise par rapport au policier. Et quand on est dans une situation comme ça, comment on réagit? C'est une question de formation. Et donc, il faut faire ça. Il faut donner les moyens, comme il le dit, motiver les gens. Lorsque vous arrivez en tant que policier à faire reculer peut-être des braqueurs, ou lorsque vous avez des initiatives heureuses, comme il le dit, il faut encourager ça. Écoutez, dans le domaine de la douane, par exemple, on dit que lorsque vous faites des saisies d'un certain niveau, vous êtes encouragé. Et tout le reste, parce que ce sont des risques que nos forces de sécurité prennent chaque jour. Il faut repenser cette question-là. Mais je ne sais pas s'il faut un forum pour ça, parce que c'est des questions hautement sensibles, comme vous l'avez dit, qu'on ne met pas systématiquement sur la place publique. On peut peut-être faire des consultations restreintes par rapport à des personnalités du domaine de la sécurité, et qui savent très bien de quoi elles parlent. Je veux parler de ces personnalités-là. On peut aller de l'avant par rapport à ça. Mais pour la question des barrières qu'on a levées, il faut saluer ça, parce que la circulation est devenue plus fluide. Il faut saluer ça, parce que le Bénin respecte désormais une disposition supranationale. Ce sont des réalités de la République. Voilà. Il faut savoir respecter ces signatures. Oui, Briston Amoussouguenou. Je crois qu'à ce niveau, au niveau des barrières, avant de prendre cette décision, toute décision en matière de sécurité devait être correctement mûrie. Un chauffeur, par exemple, qui est dans les normes, ne va jamais descendre et aller faire son mea culpa par rapport à un agent de sécurité, à un policier ou à un gendarme. Le policier, normalement, dans les règles de l'art, vient vers le chauffeur
vient vers le conducteur, il lui demande ses pièces avec tout le respect, toute la courtoisie requise. Et ce dernier lui tend ses pièces. Lorsqu'il est à jour, il lui fait le salut militaire et continue son chemin. Normalement, c'est ça. La présence de la police sur les axes routiers devait être normalement, cette présence devait être normalement dissuasive. Elle devait être dissuasive. Elle ne devait pas, c'est parce que nous assistons à des actes de rançonnement, à des actes qui ne font pas honneur toujours à la corporation, qui font que la chose est combattue aujourd'hui. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut voir le problème. Sinon, la présence est vraiment dissuasive. Lorsque un véhicule qui a fait un braquage ne peut pas normalement prendre par la brousse, doit toujours prendre par la route. Et lorsqu'il y a de ces genres de barrières, ça constitue un handicap pour l'évolution normale de ces hors-la-loi, de ces divorcés sociaux. Par conséquent, je crois que on ne met pas, c'est vrai, le truc là, ces problèmes de sécurité sur la place publique, mais je pense qu'il faut une autonomie au niveau de la police, une synergie d'action au niveau de la police et de la gendarmerie. Puisque quand on parle de gendarmerie, c'est un corps qui est normalement qui a ses tentacules au niveau de 3 directions techniques, au niveau de 3 ministères. Il y a la justice, il y a la défense et il y a la sécurité. En matière de sécurisation du pays, la gendarmerie est présente. Pour la défense opérationnelle du territoire, la DOT, la gendarmerie assiste les militaires en cas de guerre, pour les renseignements. Et dans la PJ, c'est-à-dire la police judiciaire en matière pénale. Vous savez, lorsqu'on prend la sécurisation du pays, il faut une synergie entre la police et la gendarmerie pour que la police et la gendarmerie aient même un seul, ne serait-ce qu'un seul hélicoptère, un truc là aérien, pour la surveillance aérienne du territoire. En cas de braquage où il n'y a pas fluidité au niveau de la circulation pour qu'un véhicule puisse intervenir rapidement, il faut que l'hélicoptère de chaud là se lève en même temps pour identifier. Avec la façon dont les voies sont tracées à Cotonou. C'est ce que non, les voies sont tracées, mais il y a toujours. Les malfrats aujourd'hui, tel outil, ils vont descendre l'avion, non, vous ne croyez pas? Non, vous savez, avant de mettre un hélicoptère en chaud là, il faut penser aussi il y a des hélicoptères bien appropriés qui font la surveillance aérienne à moyen et à longue distance. Et il y a des hélicoptères qui sont spécialisés pour la surveillance aérienne. Il faut équiper les forces de l'ordre en la matière, puisque la grande criminalité aujourd'hui a pris de l'ampleur. Et avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, je crois que ce n'est pas renvoyer les policiers dans les casernes qui fait le problème. Il faut penser la question de la sécurité. Et penser la question de la sécurité, il faut les spécialistes de la chose. Et les spécialistes de la chose doivent se revoir. Et quand ils se voient, il faut les moyens. Ne pas décourager l'initiative heureuse. Parce que je parle. Vous n'avez de cesse de le dire. Je ne cesse de le dire parce que j'en ai été victime. Oui, donc à Mabalo, et parlant justement de cette sécurité, il y a un fait plutôt anodin, mais vraiment qui a marqué les esprits. Cotonou, la capitale économique du Bénin, était théâtre d'un vol inédit. 1 milliard 200 millions de francs CFA emportés par le cerveau de l'opération jusque-là activement recherché. Bon, c'est vrai que nous avons appris cette affaire-là où un agent de sécurité chargé du convoyage des fonds s'est fait plaisir lui-même, n'est-ce pas, en distrayant ces fonds et en disparaissant dans la nature. Jusqu'à présent, on n'a pas encore des informations selon lesquelles on a pu mettre la main sur cet agent-là. Et c'est ça qui me pose des problèmes. Vous pensez que s'il y avait des barrières de contrôle et de sécurité, ces agents ne seraient pas partis dans la nature? On a eu des barrières de sécurité et de contrôle et pourtant après des braquages, depuis des années, on n'a pas pu mettre la main sur ceux qui ont fait le braquage jusqu'à présent. Vous posez des problèmes de moyens. Mais regardez lorsqu'il y a des barrières, quels moyens mettons à la disposition des agents qui sont là? Non. Dissuasion, d'accord, mais dissuasion avec des moyens. Donc le braqueur qui vient dans un pays, il est informé par rapport à tout ce qu'il y a comme barrière. Il sait très bien que les forces de sécurité qui sont là n'ont pas les moyens de riposter. Et donc le braqueur, lui, se donne les moyens de faire sa forfaiture et de partir. C'est ça la réalité. Alors le problème que le braquage dont vous parlez, moi je l'appelle braquage, le problème que ça pose, c'est d'abord le problème du recrutement de ces agents. Je pense que quand on veut recruter des agents de sécurité, on fait tout au moins
et ça je parle sous le contrôle de M. Briston Amoussouguenou, on fait tout au moins ce qu'on appelle le contrôle de moralité et tout le reste. Donc on doit avoir toutes les informations sur l'agent en question et mettre en cause la société qui l'utilise. Pour moi, c'est des mesures indispensables qu'il faut prendre. Maintenant, on ne peut pas comprendre que 48 heures après cette forfaiture, qu'on n'ait pas pu mettre la main jusqu'à présent sur ceux qui ont pratiqué ou qui ont commis cet acte-là, à défaut de mettre la main sur ces personnes-là, au moins qu'on les localise. Le Bénin est un petit pays. Est-ce que ces gens-là ont pu sortir du pays jusqu'à présent? D'où l'importance, n'est-ce pas, de sécuriser encore une fois les frontières. Pour moi, c'est important. On attendra de voir. C'est sûr qu'au niveau des autorités policières, il y a des dispositions qui se prennent pour localiser et arrêter très rapidement ces hors-la-loi. Mais c'est un problème sérieux. Avant de vous retourner la parole, celui qui prend 1,5 milliard, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, celui-là. Est-ce qu'il pourra utiliser l'argent comme il l'aurait souhaité? Parce que c'est quand même des numéros de série connus et reconnus par la Banque centrale. Et tout le reste, est-ce que celui-là qui a pris cet argent pourrait en profiter valablement? C'est une autre question. En attendant, il a l'argent en sa possession. Oui, il fait avec ce qu'il veut. Oui, Briston, sur la question. Moi, je n'appelle pas cela braquage. Très rapidement, il paraît que le temps est pratiquement terminé. Il n'y a jamais eu un vrai braquage sans une main invisible. La réalité est là. Nous avons dénoncé que chaque fois qu'il y a un braquage, comprenez qu'il y a toujours des mains invisibles, des personnalités insoupçonnées. Personnalités insoupçonnées. Vous savez, pourquoi vous n'appelez pas ça braquage? Vous ne savez pas si derrière l'agent de sécurité, il y a des mains invisibles, des personnes insoupçonnées? Nous n'en savons rien. C'est un simulacre de braquage. Un simulacre de braquage. Un simulacre de braquage. Un vrai braquage, ça se solde souvent avec des morts, avec des tirs. Il n'y a pas eu qu'on fait tirer. Donc on a dressé, dans le cas d'espèce, la voie à l'intéressé. C'est juste un simulacre de braquage. C'est un scénario orchestré, organisé, dont des mains invisibles sont tapées dans l'ombre et couvrent cet acte-là. Briston, Amoussouguenou, vous reviendrez sur ce plateau, mais si vous devez dire rapidement un petit mot avant qu'on ne mette à l'émission. Je crois que nous avons des choses à dire par rapport à la sécurité et les responsables à divers niveaux doivent essayer de faire... Nous avons fait des fiches en la matière qu'on ne peut pas... les inviter à prendre en compte ces fiches. À prendre en compte ces fiches et je crois que ce problème est un problème actuel. Et c'est certainement la première d'une longue série. Quoi ça? Le vol? Le vol qui vient d'être opéré, c'est un truc bien planifié. Donc là, et je crois que c'est la première d'une longue série. Donc là, voilà les mots sur lesquels Briston Amoussouguenou a voulu clôturer. Oui, vous? Non, moi, que dire d'autre que de vous remercier et de nous donner toujours l'opportunité d'opiner sur des questions qui engagent l'État. Nous n'avons pas la prétention de maîtriser toutes les questions, nous n'avons pas la science infuse, mais nous donnons notre opinion sur vraiment ce qui se passe ici et ailleurs. D'abord, vous remercier pour ça et ensuite rappeler effectivement que les questions de sécurité sont des questions importantes. Lorsque vous n'avez pas la sécurité sur un territoire, vous ne pouvez pas mener vraiment à bien toutes vos activités économiques, politiques, sociales, culturelles et tout le reste. Les autorités en place ont intérêt à penser un véritable plan de sécurité pour notre pays afin que les populations se sentent complètement à l'aise. Merci bien, donc là, je vous le conseille, il n'y a pas de problème pour ça. Briston Amoussouguenou, oui, votre nom qui me vient à la bouche, 100% Bénin, le numéro du jour. Peter Drinker, pour y mettre un thème avec cette citation, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Au sommet de l'État, il en est autant. Il faut pouvoir le faire. Mesdames, Messieurs, oui, sachez oser. Excellent week-end. Par anticipation à vous, 100% Bénin. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Qu'est-ce que le temps passe vite, n'est-ce pas? À lundi. À très vite sur 100% Bénin.